don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Perfect. On va faire un petit test audio. Good. Yes. Je te laisse commencer un petit peu plus. Puis, Pas de trouble. Parfait. Ben, prenez le temps de répondre à cette première question-là. C'est assez deep. Yes. Vos plans pour la fin de semaine? Ah, mon Dieu! Plan de la fin de semaine, c'est une bonne question. Je sais pas. Premièrement, pour faire le test audio comme il faudrait que j'arrête de parler en ayant la tête Ouais, en idéalement, haut. parler dans le micro, ça serait bien. Ouais, c'est ça, en te regardant, mettons. Oui, là? OK. Super. Les plans pour la fin de semaine, c'est une bonne question. Négocier. Okay. Je suis en achat de terrain, fait que ça va être de continuer les terrains en Beauce. Oh, Ouais. en Beauce. Ouais, fait que là, il va falloir que je vende mon petit char, je m'achète un pick-up. Sérieux, fait que tu déménages en Un Beauce? gros Hummer avec des grosses... Ben oui, il faut Ouais. un gros Hummer, ben oui, il faut. pas le choix. Je vais mettre des Un drapeaux V8, de Pierre Poilievre. Ouais. Je m'en vais en Yes. Beauce, écoute. Ben oui, represent, là. Mais pour vrai, pourquoi un move en Beauce, c'est quand même intéressant? Oh, la paix. OK, littéralement. La paix, dans OK. le bois, perdu. Ben, full petites disclosure, poules. premièrement, on est un couple, Daniel et moi. Ouais. Là, fait que, Oui, non, ouais. j'avais compris ça. Oh, ouais. Ouais. On le met Ok. pas directement, on n'en Ok. parle pas Ouais. lorsqu'on fait du développement des affaires ou quoi que ce Je soit. comprends. Puis même, la majorité de nos clients ne savent même pas. Je pense qu'on est. Ouais, il y a comme en quelques relation, clients là. qui le savent. Là. Ouais. Tu sais, s'ils le demandent, on Ouais. le dit, on Ouais. le cache pas, mais... OK. Est-ce que c'est un aspect qu'on peut aborder dans le podcast ou plus ou moins, là, si vous n'êtes pas à l'aise? On peut en parler. Parce qu'il y a Moi, vraiment une belle ouais, dynamique qu'on peut parler, tu sais, Ouais, qu'on peut ouais, aborder ouais. dans les capsules. Ouais, là. Non, ouais. ben, ça pourrait Ouais. donner du contenu. Moi, Ouais, suis puis pas je veux contre. dire, Vous êtes ouvert, je non? trouve ça même plus cool que les gens l'apprennent en podcast que éventuellement ça sorte. Parce que des fois, il y a des fois où je me dis, Colin, à un moment donné, ça va se savoir. Puis Ouais. je préfère que les gens le savent avant qu'on en parle. Ouais. C'est moins malaisant. OK. Ouais. Bon, let's go. Fait que Faisons ça. si ça arrive... Moi, ça me va, je mais ça trouve, serait super c'est bien cool. correct, ouais. OK, excellent. Fait que, excellent. ouais. On fera juste pas de capsule là-dessus. Ouais. non, c'est ça. Pour le long form, mais... On a tellement des pôles différents dans l'entreprise que, Ouais. tu sais, on n'est pas... on travaille pas vraiment en collaboration, Ouais. lui et moi, ensemble. Là, faut se garder du contenu. Hein. Oui, t'as raison. Faut se garder- excuse-moi, c'est pas grave, on va ouais, se ouais. répéter, il n'y a pas de stress Oublie pour ça, ça. 20 minutes, puis on a fini, là, nous c'est autres. là. Parfait. Ah, ça a l'air de quoi pour le son, mon cher? C'est bon? Ouais. Perfect. Excellent. Good. Daniel, Yes. bienvenue. Merci. Émilie, bienvenue. Émilie Merci. Bouffard, Daniel Dumont. Oui. Je Yes. suis très content de vous accueillir au podcast. Ça fait je pense qu'on s'est vu au mois de mars, je ne me trompe pas, fin mars, pour le meeting de préparation. On a set une date pour le podcast, puis on s'est rencontrés initialement sur LinkedIn. Fait que j'ai interviewé beaucoup de gens dans la sphère justement du recrutement, de la ressource humaine aussi. Fait que aujourd'hui, justement, on aborde ça à 3. Oui. C'est un concept Yes. aussi qui était différent. C'est souvent en one-on-one. Puis là, quand vous êtes venus ensemble dans le meeting, je me dis, ça serait nice d'avoir un épisode à 3, surtout qu'il y a une belle dynamique ensemble. Ben, vous êtes un couple en affaires, donc on va pouvoir aborder ça aussi dans le podcast. Mais Daniel, laisse-moi prends le temps de te présenter un petit peu, parle-moi un petit peu de ton background, par ensuite on va parler d'Avisia. Ben oui, absolument. Moi, écoute, j'ai eu une grosse réorientation de carrière là, due à la COVID, comme, Ouais. beaucoup de gens. ouais, J'ai c'est ça l'impression qu'on parlait. quand même. Là. Ouais. J'étais superviseur des opérations pour le Casino de Montréal au niveau des jeux, là, Blackjack et tout ça, les tables de jeux surtout. Il est arrivé la COVID, grosse fermeture là, du casino. Donc, j'ai essayé de réorienter ma carrière. Au début, j'ai continué dans la même lignée, veux pas, donc en gestion. C'était de la gestion d'employés, là, le poste de superviseur, évidemment. Donc, écoute, j'étais pas du genre à vouloir profiter un petit peu, tu sais, j'imagine que je suis masochiste, j'ai pas voulu profiter de la PCU, un petit peu de vacances. Ouais. Je suis sauté direct, j'ai pris une petite, un petit rôle là, de gérant de couche-tard, là, juste au début pour faire passer le temps. Puis plus le temps avançait dans la pandémie, plus on se disait, ben mon Dieu, combien de temps ça va durer, tout ça. Right. Fait que là, j'ai pris ma réorientation de carrière un petit peu plus au sérieux. J'étais allé directeur de Super C. Par la suite, j'ai été directeur général pour Staples, le bureau en gros. Canadian Tire aussi un petit peu. Et dans ces parcours-là, ce que j'aimais le plus, c'était vraiment le côté humain, le côté ressources humaines et le côté recrutement. J'étais vu comme la ressource là, dans mon district, dans mon réseau. Okay, wow. Au niveau du recrutement, on aidait à mettre des plans de recrutement en place, travailler justement tous ces petits volets-là, l'attraction de talent, la rétention de talent. C'est sûr que dans le commerce de détail, c'est assez limité ce que tu peux faire, mais quand même, on réussit à faire là, vraiment des beaux projets. OK. Fait que j'ai eu la piqûre. Fait que je suis retourné un petit peu aux études à ce niveau-là pour aller chercher un parcours scolaire un petit peu plus centré par rapport à ça. Et par la suite, dès que j'ai eu l'opportunité, écoute, je me suis lancé là, en affaires au niveau du recrutement. Et par la suite, on a évolué vers Avisia RH
qui maintenant est une entreprise là, 360 au niveau des ressources humaines. Hein. Nice. OK. Mais voilà. Ben, j'ai plein de questions à te poser, mais je vais laisser la parole à Ben Émilie. oui. Fait que, Émilie, fais la même chose. Dans le fond, prends le temps de te Oui. présenter, s'il te plaît. Ouais. Ben, écoute, Daniel et moi, on s'est rencontrés au casino. C'est comme ça qu'on a commencé. Ah ouais, à dans évoluer quel ensemble, contexte? là. En deux tables de blackjack? Daniel ou, était un petit... Ouais. Daniel était superviseur des opérations. Moi, j'étais croupière à ce moment-là. Donc, c'est comme nice. ça qu'on s'est rencontrés. Non, je ne jouais pas là, Ok, au ok. casino directement. Là. Et puis, c'est ça. À ce moment-là, ben, Daniel et moi, on a continué là, Oui. à se voir. Puis c'est à ce moment-là qu'on est parti aussi en région pendant la COVID. De notre côté, on a décidé de faire le move, de Ouais. s'en aller de Montréal. OK. Et puis, on a starté ça là, à Dia ensemble là, par la suite. Excellent. En 2022. Yes. Exactement. Puis le jump de se lancer en affaires, comment ça a été vécu, disons, personnel? Ça a été quoi l'impact personnel de vivre ça? Niveau couple ou niveau... Là, On peut one-on-one? commencer par le personnel, puis, ben, tu sais, Ouais. niveau toi, puis après Ouais. niveau couple, ouais. Ben écoute, c'était inquiétant, là. C'était notre première entreprise. Oui. On n'avait Ouais. jamais fait ça. On n'avait personne dans notre famille nécessairement qui Ok, avait la ok, fibre c'est intéressant. entrepreneuriale. Là. Ouais. Si Mathieu regarde, qui est mon frère, pas d'insulte Mathieu, là, il a son entreprise maintenant, aujourd'hui. Là. Mais voilà, donc c'était de se lancer dans le vide. Là. Ben oui, Surtout clairement. aujourd'hui, il veut pas avec des outils un petit peu plus développés Ouais. avec l'intelligence artificielle. Ouais. C'est plus facile de savoir où s'enligner, sur quoi concentrer son énergie, comment on crée ouais. une entreprise tout Oui, court, là, comment exact. je On crée un peut système tout de paie, demander, comment là. j'embauche quelqu'un, comment je Oh, m'enregistre oui. au registre registre des entreprises du Québec. Il fallait le faire par nous-mêmes, là, c'est dans le sens exact. de cheminement-là. Là, Exact. en tout cas, ouais, je comprends ce que c'est. Fait que c'était Ouais. beaucoup de stress quand même. Mais écoute, ça a bien été. On y a été graduellement. On a eu la chance là, d'y aller puis de plonger là-dedans alors qu'il y avait vraiment une vraie demande. là. On a eu la piqûre directement. Là. Je pense que Clairement, l'entrepreneuriat, quand tu commences, après ça, tu ne veux plus arrêter. Là. Ouais, t'en manges à chaque jour. Là. Ouais. C'est- Exact. C'est fou. Mais pourquoi avoir choisi le recrutement initialement? Est-ce que c'était vraiment une passion à l'interne de tout ce qui était le côté humain? Ouais. Ok, c'était vraiment ça. Le côté humain, Ok, exactement. 100%. Je voyais que j'avais du talent là-dedans, Ok. vraiment, pour établir les stratégies, pour travailler la rétention, mais aussi pour aller chercher là, ces candidats-là directement. Donc, c'était vraiment par passion. Puis, moi, de mon côté, ayant utilisé de l'autre côté, là, du côté client, quand j'étais gestionnaire des services de firmes de chasse de tête, je me retrouvais pas dans les services. Je retrouvais pas ce que je voulais, qui était vraiment le côté humain, qui était le côté relationnel. C'était de Ah, tu de vois, puis c'est sentir... ça qui est un peu... Excuse-moi, je te coupe, c'est intéressant. Ouais, non, ouais, vas-y. Mais tu vois, c'est un peu ça qui est vendu, tu sais, dans ce domaine-là, Ouais. ou dans cette sphère-là. Fait que, mais tu as quand même remarqué qu'il y avait un manque là, tu sais, Vraiment, vraiment. d'humanité. là, Ouais, Ouais. j'ai l'impression que, tu sais, souvent, c'est vu comme du procurement, là, L'achat? Ouais, comme pas de l'achat, là, mais du... j'ai pas le mot. Le mot me vient pas, là, mais comme du Ouais. procurement. Là, donc, c'est comme si c'était de l'approvisionnement. Ok, Merci, ouais, je vois. le recrutement ou comme de la vente un petit peu. Oui, oui. Et ben, c'est ça. Moi, ça représentait pas ma vision du recrutement. Ce que j'aime au niveau du recrutement, c'est l'aspect humain, vraiment. C'est de voir les fits, c'est de voir plus loin que juste on a un poste à combler, les exigences sont là, parfait, on y va. Mais c'était vraiment aussi au niveau de la relation que j'avais avec les chasseurs de tête. Là. Donc, j'avais l'impression que j'étais une vache à lait. Là. J'étais là pour l'argent, tout simplement. T'aimais pas ça, là. Il y avait une distinction Ouais. entre ton why, peut-être la petite flamme entrepreneuriale. C'est Exact. difficile d'aller chercher des chasseurs de tête parce que veut pas, ben ça coûte cher. Fait qu'on on Ok. va chercher des chasseurs de tête, mais toujours à reculons. Là, les entreprises Ouais. veut pas, tu veux pas payer 20 pour un placement, tu C'est ne ça. retourneras pas. Tu sais, c'est pas durable. Fait que c'est ce qu'on a essayé de faire là, par la suite. Là, puis c'est ce qu'on Ouais. fait maintenant, dans le sens où on Ouais. est capable de prendre des entreprises puis de les prendre en main dans leur recrutement puis de les Ouais. aider tout au long puis de leur créer aussi là, des possibilités. Là. Oui, puis vous avez mentionné justement pendant notre meeting que, tu sais, justement, la majeure partie des recruteurs, justement, ils se prennent une cote sur un salaire. candidat qui est placé. Vous, votre approche est différente, right? Absolument, absolument. On a démarré comme ça Ouais. pour vraiment saisir, se bâtir aussi là, une banque de candidats, veut pas, Ouais, une expertise dans certains domaines par la suite. C'est ce qu'on s'est rendu compte. Le modèle de recrutement à pourcentage ne fonctionne plus, surtout pour les entreprises là, clientes, mais même aussi pour les entreprises de recrutement. Je m'aventure un petit peu là-dedans. Ouais, là. Au niveau des entreprises, ben, comme Émilie le disait, facturer là, la moyenne là, qu'on va voir, là, ça va être entre 18 et 22 % mettons, au Québec, Ok. avec une garantie de 3 mois. Là. Ouais. Tu sais, nous, on se spécialise dans le domaine de la construction et dans le domaine manufacturier. Tu y vas avec un poste qui est souvent le nerf de guerre, exemple, là, des entreprises de construction. Ça va être soit des chargés de projet, des estimateurs. OK.
par exemple. C'est des postes souvent qui vont aller dans les 6 chiffres facilement. Fait que si on y va bien rond pour que ce soit plus facile, 100 000, tu y vas avec un 20 qui est la moyenne. Ouais. Tu es à 20 000 pour un recrutement. Tu y penses 2 fois. Tu y penses 2 fois, c'est ça. Fait que, pour l'entreprise, je veux dire, qui engage aussi. Exactement. Puis c'est à débourser, toujours. Puis il n'y a pas d'accompagnement au-delà du recrutement, souvent par la majorité des chasseurs de tête. Je t'ai trouvé la personne, merci, bonsoir, je me croise les doigts bien gros qu'il reste 3 mois pour encaisser. Parce qu'après 3 mois, selon le contrat, c'est terminé. Tout bad un peu. Et même dans le 3 mois, généralement, il n'y a pas d'accompagnement. Il va peut-être avoir 1 ou 2 coups de fil, ça finit là. Fait qu'on voulait vraiment changer ça à ce niveau-là. Fait que c'était difficile de créer des relations à long terme avec ce modèle-là, qui est brisé pour nous. Puis même du côté des firmes de recrutement, avec cette tarification-là, je comprends absolument les entreprises, comme Émilie disait, ils vont en dernier recours parce que tu vas tout essayer de ton côté avant pour essayer d'éviter des frais comme ça qui empêchent ta croissance, veux pas, parce que à chaque fois que tu veux croître, dans une taxe de 20 000, tu sais, ça fait mal un petit peu. Ouais. Donc, ils essayent absolument tout de leur côté là, avant de se tourner vers un chasseur de tête. Et lorsqu'ils se font dire par le gestionnaire ou par le président, peu importe, « Hey, j'en ai besoin demain de matin, là, mon chargé de projet, sinon on va avoir des pénalités, sinon on va être en retard, peu importe. » Ben, c'est là qu'ils vont se tourner vers des chasseurs de tête. Et là, ben, il est minuit moins 1, qu'est-ce qu'ils vont faire? Écoute, ils vont contacter 3-4 firmes de recrutement en même temps. Ils vont dire, j'ai besoin que tu me trouves ça. Ils vont donner le mandat à 4 firmes en même temps. Il y en a une des 4 qui va sortir avec un chèque là-dedans. Fait qu'il y en a 3 sur 4 qui vont avoir travaillé pour rien. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait qu'on a de la facturation à 20 fait que de chaque côté, c'est un modèle qui ne fonctionne plus. Et c'est un modèle qui est trop facile à mettre de l'avant, qui est trop facile à faire puis à se proclamer expert. Là. On a vu j'imagine. Hein? Beaucoup de, excuse-moi le terme, là, de peddlers, là, de charlatans qui se sont inventés chasseurs de tête dans les 2-3 dernières années. OK, ça a vraiment explosé dans oui, c'est terrible. Okay. Écoute, c'est quelque chose qu'on se fait dire à tous les jours lorsqu'on fait de la prospection ou même par nos clients directement. Ils se font approcher 3-4 fois par jour. Là. Par des chasseurs de tête, des cold calls, LinkedIn, courriel. C'est quelque chose, quasiment se mettre à l'agenda, tu sais, une section de genre, gérer les approches des chasseurs de tête. Tu sais, toutes les entreprises se proclament expertes dans les domaines où c'est difficile, là. Fait qu'en ce moment, le domaine de la construction, ben, on voit l'essor, on voit la construction qui roule full pin. Oui, exactement. Fait que, tu sais, veux pas, tous les chasseurs de tête vont se dire experts, mais avoir un bassin, ben ça paye. Puis c'est pas tout le monde qui a vraiment ce bassin-là. Fait que, tu sais, il y a beaucoup aussi de misconceptions puis C'est vraiment vu comme de la vente dans la majorité des cas. C'est pour ça que je te dis des peddlers. Là, ils vont te dire qu'ils sont experts en construction, puis finalement, ils vont prendre un mandat qu'ils comprennent pas à moitié. Je vais te donner un ingénieur pétrolier. Je vais te donner un ingénieur pétrolier au lieu d'un ingénieur en mécanique de bâtiment. Mais tu sais, moi, mon ingénieur pétrolier, je peux rien faire avec. Là. Fait que, c'est de comprendre, c'est d'être en mesure de comprendre les entreprises pour les aider correctement. Puis c'est ça qu'on voit là. Il y a beaucoup de peddlers qui sont pas en mesure d'aider correctement. Fait qu'il y a comme une espèce de misconception que les entreprises de recrutement ne sont pas en mesure de comprendre les besoins des entreprises. Oui, puis c'est plate parce que ça... Bon, comment je pourrais dire? Ça nuit un peu la réputation aussi des vendeurs, tu sais, du rôle du recrutement, mais tu sais, mettons, le fameux vendeur de char, là, c'est poche parce que là, tu renchéris sur ces... sur ces mentalité-là un peu dégradante du rôle d'un vendeur. Fait que je trouve que beaucoup de gens regardent l'argent avant l'impact qu'il va avoir. Puis même si, oui, on met de l'humain de l'avant, surtout que c'est un candidat, là, on parle de quelqu'un, un humain. Il voit peut-être juste le 20 non? C'est un peu triste. Là. Fait que vous, votre méthode justement de facturation, comment elle fonctionne? Mettons, vous m'accompagnez, je cherche justement un chargé de projet en construction, par exemple. Oui, absolument. Premièrement, notre processus d'acquisition de clients est un processus à 3 étapes. Donc, on va avoir un premier appel téléphonique avec eux de qualification. Donc, on va poser des questions, s'assurer qu'ils ont un certain volume de recrutement, s'assurer que le besoin est là réellement. Par la suite, on va avoir un appel exploratoire qu'on appelle avec eux. On va s'asseoir. On va aller creuser un petit peu dans leurs besoins, le marché, comment ils se positionnent, s'assurer qu'on est vraiment la bonne ressource pour les aider aussi. Et par la suite, si ça convient, on sent qu'on est la bonne ressource, la connexion est là. C'est là qu'on va avoir notre appel stratégique, qu'on va venir leur présenter notre modèle de partenariat. Le modèle de partenariat, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on s'est assis ensemble. Là. L'innovation est une de nos valeurs là, directement. Puis justement, on voulait venir créer
une façon de fonctionner, un modèle d'affaires qui nous permettait de grandir avec nos clients et de les accompagner lors de leur croissance et non des taxés à chaque fois qui croissent. Fait qu'on s'est assis puis on est venu avec ce modèle-là qui est le modèle de partenariat. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'ils ont accès à nos services de recrutement. Donc, on fait toute la chasse de tête, les entrevues, peu importe, les vérifications pré-emploi, tout ça. Tout ce qu'ils vont retrouver chez un chasseur de tête à pourcentage. Mais ils ont aussi tout le volet RH par nos conseillers RH. Donc, s'ils ont des questions pour l'encadrement de ces employés-là ou même de la gestion de projets RH très, très variés, que ce soit SST, équité salariale, peu importe, on est là, nos conseillers RH sont là pour les accompagner puis pour leur donner du temps entre les mains pour se concentrer sur leur projet d'envergure un petit peu puis leur permettre, encore une fois, de croître. Donc, ils ont accès à une équipe dédiée. Généralement, ça va être 2 personnes. Tout dépend des besoins de l'entreprise et tout ça. Là, on vient s'ajuster. On n'a pas d'off hot dog. Là. On vient vraiment modeler notre partenariat en fonction des besoins du client qui est devant nous. Mais voilà, généralement, ils vont avoir une équipe de 2 conseillers ressources humaines qui vont travailler sur leur dossier avec eux et ils ont accès à ce service-là de recrutement et de ressources humaines de façon illimitée. Donc, le nombre de mandats qu'on va venir combler est illimité. Il n'y a pas de frais à l'embauche, il n'y a pas de frais à l'heure ou quoi que ce soit. Le seul et unique frais, comment on fonctionne, c'est un frais mensuel fixe qui est très, très compétitif aussi à ce niveau-là. Comme un abonnement, finalement, puis tu payes pour un accompagnement continu. Si tu as des questions après le 3 mois, ben tu n'es pas coupé. Là, ça, c'est intéressant. Exact. Puis, tu sais, comment ça fonctionne, là, on demande une période de partenariat minimal de 3 mois pour apprendre à se connaître, pour avoir le temps là, d'enclencher tout ça, puis que tout ça soit bien graissé. Et dans cette période-là de 3 mois, généralement, des entreprises de construction au domaine manufacturière, on est capable d'aller chercher entre 3 et 5 recrutements pour un investissement inférieur à un seul recrutement à la carte. Ce que je veux dire par à la carte, c'est à pourcentage. Fait que le retour sur investissement est fracassant versus ce que tu vas aller chercher ailleurs. Fait que ça nous permet, d'aller chercher cette relation-là à long terme, cet accompagnement-là. Donc, ça fait vraiment fureur, honnêtement, à ce niveau-là. On s'assure, dépendamment des besoins aussi de notre client qu'on appelle partenaire. Tu vas m'entendre dire partenaire souvent. Quand je dis ça, c'est client. Comment qu'on s'ajuste, c'est qu'on vient mettre un nombre de mandats simultanés limité. Donc, un nombre de mandats qu'on va travailler en même temps. Mais le nombre de mandats exécutés réussis était limité à ce niveau-là. Fait que ça fait vraiment fureur, autant chez nos conseillers à l'interne, parce que ça leur permet de toucher à tellement de volets différents puis de créer une relation avec le partenaire qui est tellement plus basée sur la collaboration versus une relation qui est plus transactionnelle. Transactionnelle, exact. Fait que c'est vraiment fantastique. Fait que ils ont comme accès, si tu veux, à comme une extension de leur équipe, fait qu'avec à cette proximité-là, mais avec les ressources d'une firme externe. Fait que c'est vraiment un game changer dans le domaine. En termes de stratégie, on est en mesure de les aider. Veux pas, là, souvent, les entreprises vont commencer un recrutement, puis il n'y a pas de stratégie claire pour un mandat, comment on va se prendre, où est-ce qu'on va aller chercher le type de profil. Puis c'est quoi le type de profil? Puis souvent, on oublie de regarder ça. On se dit, écoute, on part en recrutement, on cherche un estimateur, mais pourquoi on cherche un estimateur? Quel besoin on a? Est-ce qu'on va aller chercher dans du public, dans du privé? Fait que, on a cette connaissance-là, puis on est en mesure de personnaliser un petit peu l'offre en fonction des entreprises qu'on va aider. Pour donner une idée, les plus petites entreprises vont prendre majoritairement un petit peu plus des conseils RH, tandis que les grosses entreprises, ils vont nous utiliser pour couper leurs coûts en recrutement. Fait que, selon les types d'entreprises, on les aide différemment aussi. Il n'y a pas, comme Daniel disait, d'offre qui est comme hot dog. Là, vraiment, là, c'est dépendamment des besoins, on est là pour répondre à ces besoins-là. Oui, pour finir sur ce sujet-là, parce que c'est intéressant, mais la méthode de l'abonnement aussi, ça garde justement une certaine rétention, renouveler aussi une collaboration ensemble, d'autres projets, mais il y a tellement d'opportunités ou de possibilités comment je pourrais dire, amener de la valeur ajoutée over the time. Fait que ça peut être, j'imagine, des trucs peut-être pour entretenir la relation employé-employeur, que ça soit peut-être du contenu aussi. Tout est quand même possible d'avoir ce modèle-là. Tu as accès à cette proximité-là qu'on a pu après à une transaction. Puis je pense que beaucoup d'entreprises devraient adopter ce genre de modèle-là, puis de le mettre à leur propre sauce, mais je trouvais ça vraiment innovant quand vous m'en avez parlé. Fait que, Émilie, parle-moi un petit peu plus de ton rôle qui distingue justement Daniel. C'est quoi un petit peu plus tes responsabilités, puis aussi Daniel, à l'inverse, tes responsabilités chez Avisia? De mon côté, je suis beaucoup plus dans les opérations que Daniel. Fait que je supervise les opérations, beaucoup dans la stratégie de recrutement, majoritairement de mon côté en construction. On a des stratèges qui sont un petit peu plus dans le domaine manufacturier parce que c'est nos 2 gros domaines. Oui, c'est ça, exact. De mon côté, c'est vraiment construction, c'est ce qui me fait
fait triper. Ah ouais, OK, nice. C'est tellement un beau domaine, c'est tellement un domaine en essor. Il y a tellement de types de clairement. constructions différentes aussi. Là. Mais oui, je suis vraiment plus dans les opérations pour l'instant. Ça se passe très bien. Excellent, nice. Moi, je suis au niveau du développement des affaires directement, puis la structure Ouais. de l'entreprise. Ouais. Ce que c'est mon némésis que j'aime pas non plus, c'est tout ce qui est facturation, comptabilité, le Admin. côté plus admin. Là. Ouais. Un jour, je vais avoir le courage Le mal d'avoir nécessaire. un adjoint, une adjointe. Là, Ça, c'est mais- vrai. Ouais, un adjoint, c'est essentiel. Là. En tout cas, j'ai appris ça récemment, là, mais ouais, c'est fou. Fait que, mais OK, c'est super cool. Puis là, on va parler un petit peu plus de votre dynamique aussi de couple en affaires. Je trouve qu'on n'en parle pas souvent dans les podcasts et tout ça parce que j'ai quand même introduit là, certaines situations de podcasts en couple, en affaires, mais je suis curieux. Je veux dire, est-ce que... Tu sais, c'est quoi la réalité de travailler ensemble quand vous devez porter votre chapeau de couple puis votre chapeau de business partner? Ouais. C'est quoi, quand vous revenez à la maison, là, est-ce qu'il y a une distinction qui est faite? Comment ça marche? C'est quoi the real talk, la réalité? Là? C'est un travail, tu sais, dans le sens que, premièrement, au travail avec les employés, on n'est pas un couple. Ouais, ben oui. Ben non, On je est comprends. vraiment... on Formel, est, là. exact, C'est ça, on est exact. vraiment des collègues, des employés. On agit de la sorte aussi un envers l'autre. Là. Même si on est tout seul dans nos bureaux parce qu'on est en train de discuter un dossier, on est des collègues au travail. Fait que ça se fait quand même assez bien, cette distance-là un petit peu, puis ce chapeau-là qu'on est capable de porter. C'est de l'enlever pour moi, en tout cas, qui est plus difficile. Mais on est des passionnés, hein? Ouais, on vraiment, tripe c'est sur ça. ce qu'on fait. Là. Comme on se disait tantôt, l'entrepreneuriat, tu l'as, puis tu as la piqûre, puis tu peux plus arrêter. Ouais. C'est sûr que, tu sais, veux pas, ça rentre dans les vies personnelles. Puis, tu sais, je pense que tout entrepreneur ramène ça à la maison aussi, là. Fait que... C'est d'essayer d'encadrer ça, de mettre Ouais. des paramètres pour J'imagine. pas oublier la vie de couple. Parce que des fois, t'es là, écoute, t'es au restaurant un vendredi soir. Vous gérez des dossiers ou, tu sais, peu man, importe, en même ça, temps? ça, oui, non, tu sais, ok. C'est la on est toujours vision disponible, là. entrepreneuriale surtout. Exact. Là. OK, Tu sais, c'est ouais. Fait qu'on se retrouve en train de jaser là, de ça, sans s'en rendre compte. Là, on se dit, hey, pas de travail, c'est une soirée, vendredi soir, OK. on met ça de côté. Là, Ouais. 5 minutes après, on se rend Ouais. plus compte. c'est ça. On est en train de parler de ça encore. Ouais, tu sais, un enfant qui voit un peu là, le restant de sa vie, puis qui en parle, puis qui se dit, écoute, moi, je veux faire ça, je veux faire ça, Ouais. je veux faire ça. Tu as tellement d'idées. Ouais. Daniel est quelqu'un qui a full d'idées. Je pense qu'il y a 10 idées par semaine. OK. Ah ouais, on commence ça, on fait ça. OK, wow. Moi, je suis beaucoup plus terre à terre. Là. Je suis comme, OK, Plus ta minute, rationnel, là, ouais. rationnel. OK. Ta minute, là, on va s'asseoir, puis on va regarder comment ça se fait. Mais c'est ça apporte tellement beaucoup de choses parce que ça nous permet de grandir. Puis, veux pas, ben, on en parle tout le temps. Fait que ça permet de scaler ça beaucoup plus rapidement. Tu sais, le modèle de partenariat aussi le permet dans le sens où c'est d'un côté entrepreneurial pour notre entreprise, ça fait bien plus de sens de faire le partenariat dans le sens où c'est récurrent, puis ça nous permet d'avoir une croissance qui est beaucoup plus grosse que, écoute, comment on appelle ça, du no-pay? No success, no pay. No Success, No Pay, qui sont les autres modèles de chasseurs de tête. Exact. Une fois placé, c'est une fois payé. Oui, Moi, je pense que exactement. ça, Tu sais, là, c'est un modèle récurrent qui permet aussi de pouvoir, de notre côté, penser à la croissance puis passer à la suite. Là. Mais ça permet beaucoup plus de projets dans ce cas-ci. J'aime ça. Ben écoute, on va sauter sur l'aspect projet, justement, la vision long terme de d'Avisia. Fait que disons qu'on parle objectif 2025. Ça ressemblerait à quoi? Écoute, pour le moment, là, c'est vraiment de continuer de développer notre réseau de partenaires, là, tout simplement. Ouais, exact. Okay. Ça, c'est un autre enjeu, d'ailleurs. Excuse-moi, je navigue un petit peu sur ta Ben, question. ça là. me fait plaisir. Vas-y, fort. Le modèle de partenariat, plus on se rend compte, plus on a de partenaires, ça fonctionne bien, autant le bouche-oreille et tout ça, les références, mais le développement des affaires qu'on fait de notre côté, parce que c'est tellement unique, puis la recette est là. C'est juste de mettre ça devant les yeux des entrepreneurs. Là. Mais mon Dieu, j'ai complètement perdu mon idée. On parlait de... ça va pas, là. On parlait de quoi, déjà? Ah oui, non, les objectifs 2025, ça ressemblerait à quoi? Oui, exact. Fait C'est que ça. quand tu imagines partenariat, exact. C'est de continuer d'accroître nos partenariats, donc le développement des affaires. Parfait. Et se stabiliser, donc être un joueur un petit peu plus présent au sein du domaine RH et recrutement. Okay. Donc, comme mentionné, notre modèle, on y croit, on est là, il est prouvé, il fonctionne. Nos partenaires trip, nous aussi. Par contre, c'est vraiment
cet aspect-là, là, donc de réussir à le mettre devant les yeux des entreprises un petit peu plus mainly pour réussir à avoir un plus grand impact. Puis de changer ça, d'humaniser un petit peu le recrutement, humaniser les RH. C'est bizarre à dire, là. Ouais. C'est ça, c'est déjà... Oui, mais je comprends ça, absolument. Puis... Mais oui, puis je pense que c'est le fun que tu as justement. Toi, c'est un petit peu plus le développement des affaires, la vision, puis toi, c'est beaucoup plus les opérations. Fait que j'ai avoir des questions plus précises par rapport à ça. Mais oui, il faut avoir des objectifs long terme pour développer l'entreprise. Est-ce que vous avez la vision d'avoir pas un empire, mais d'avoir différents bureaux? Là, vous avez le bureau Montréal, OK. Ensuite, ben là, comment vous voulez développer ça? Est-ce que vous voulez justement avoir une grande équipe, une grande infrastructure ou on est bien quand même un certain... Je sais pas c'est quoi ta vision. Notre but, c'est pas de tomber sans employés ou même 50. Là, je te dirais que ça serait de localiser ça dans un 3-4 emplacements différents avec des équipes soudées de 10 à 12 personnes par bureau. Fait que, la vision idéale, là, c'est d'avoir environ 36 personnes dans l'équipe réparties sur 3 bureaux, disons-le comme ça. On veut pas être un trop gros joueur parce qu'on veut s'assurer de la qualité du service qu'on donne. On veut s'assurer de la force de notre équipe, que notre équipe soit soudée, travaille coude à coude. Donc, c'est coude à coude. Côte à côte, ouais, c'est ça. C'est ça. Même affaire. Exact. Fait que voilà. Oui, c'est de continuer à croître l'équipe. Ça, c'est un enjeu qu'on a de notre côté. C'est un enjeu d'aller chercher des gens? Exact. Vas-y. On a tellement... Les conseillers RH, oui, font du recrutement, mais vont aussi travailler sur le volet RH avec les clients. Donc, ça prend, premièrement, quelqu'un qui va être en amour avec le recrutement. C'est ce qu'on cherche, la passion, la flamme, mais qui va aussi avoir le parcours scolaire et professionnel RH. Et ça, premièrement, c'est surprenant, mais c'est dur à trouver. Les gens vont soit aimer le recrutement et moins aimer les RH, ou aimer les RH et vouloir s'éloigner du recrutement. Donc, trouver un profil mix, c'est déjà un bon travail. On est des chasseurs de tête, ça va bien. On réussit à en trouver. Par contre, il faut un profil qui est un petit peu... intrapreneur aussi. Parce que, tu sais, on n'a pas de chargé de compte dans le sens qu'une fois que le partenaire est client chez nous et que la collaboration va bon train, ben, c'est l'équipe dédiée qui s'occupe de la relation, qui s'occupe de s'assurer qu'on donne le maximum et tout ça. Donc, il faut des profils vraiment intrapreneurs qui vont être capables de développer cette relation-là, d'entretenir ce lien-là, de s'assurer qu'on est à la hauteur des attentes du client. Fait que c'est des profils intrapreneurs qui ont l'amour du recrutement, mais qui ont le parcours scolaire RH. C'est un bon défi. Des gens qui challengent aussi beaucoup, parce que des fois, les entreprises ne se rendent pas compte qu'ils font quelque chose de mal. Là. Fait que, tu sais, c'est quelqu'un qui va être en mesure d'accepter de dire, écoute, ça marche pas. Ça marche pas ton affaire. Il faut trouver d'autres solutions. On se relève les manches. Tu sais, le recrutement, c'est beaucoup ça. Là. C'est des montagnes russes. Ça prend quelqu'un qui va être en mesure de se trouver une stabilité, puis de se dire, écoute, non, on recommence from scratch à zéro. Puis ça fonctionne pas ce que tu fais présentement, on recommence, je vais t'aider avec ça, qu'il y a une bonne ligne directrice puis une bonne tête sur ses épaules. Là. Puis je trouve ça nice aussi que vous encouragez justement l'entrepreneuriat interne. Est-ce que c'est des valeurs que vous recherchez au niveau de placer des candidats, disons, dans une entreprise de construction, dans un poste, mais d'avoir peut-être ces compétences-là intrinsèques, c'est un soft skill. C'est-tu ce que l'employeur cherche en 2025, un petit peu plus de leadership? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, dans les entreprises de construction, certainement. Ça dépend du poste aussi. Là, je veux dire, on ne peut pas s'attendre à ça de tous les postes. Puis c'est pas... Il y a des types de personnalités qui sont reliées souvent à des postes, des personnes qui sont plus introverties. Puis il y a des types, le fit est là, exactement. Exactement. Il faut voir souvent plus loin. On cherche un chargé de projet. OK. Est-ce qu'éventuellement, il va être appelé à être directeur construction, directeur projet, peu importe. Si oui, ben là, le profil entrepreneur, oui, est très, très souvent recherché. Mais je pense que les entreprises vont quand même chercher des profils qui vont être différents pour être en mesure de créer une équipe qui est assez 360 elle aussi. Fait que je pense pas qu'il y a un profil nécessairement. Oui, je pense que le type intrapreneur est super pertinent puis ça peut t'ouvrir des portes, mais c'est pas tous les postes qui vont C'est certainement un mot qu'on entend de plus en plus. Oui, c'est populaire, mais je pense que si je fais l'avocat du diable, c'est qu'il y a peut-être des employeurs qui ont peur justement d'engager des intrapreneurs par peur de genre, hey, va-tu partir à son compte, genre?
Là. Si je donne, mettons, je le forme, j'investis en lui, est-ce qu'il va se partir? Il va partir sa petite business on the side puis il va me quitter. C'est comme, genre, est-ce que c'est bien fondé ou c'est mal fondé d'avoir peur de même? C'est souvent des... c'est des situations qui peuvent arriver, effectivement, selon moi. C'est des profils qui vont plus être attirés, exemple, vers l'actionnariat de l'entreprise et tout ça. Fait qu'il faut être prêt à naviguer dans ces volets-là, puis à think outside the box un petit peu pour les garder longtemps. Mais si ils ont quelque chose qui les intéresse, qui leur convient, c'est des profils qui vont tout donner, là, puis qui vont le mieux performer en entreprise, c'est sûr. Très cool. Émilie, si on reprend l'exemple du chargé de projet en construction, qu'est-ce que ce chargé-là recherche comme conditions de travail, avantages sociaux? Est-ce qu'il y a des pointers, c'est des bullet points, c'est genre, il faut absolument que ça soit ça, sinon, malheureusement, je vais aller ailleurs, t'sais. Je te dirais que les chargés de projet, ça va être sur les défis. Les défis? Oui, exactement. Okay. C'est des gens qui sont fiers de leur travail. C'est souvent des ingénieurs ou c'est des gens qui sont dans cette ligne-là. De leur craft, là. L'ingénieur veut dire, ce pont-là, je l'ai construit. Je comprends. Fait que c'est vraiment plus dans les défis. C'est sûr qu'il y a toujours la fourchette salariale qui va jouer. Ça rentre en compte. Là, mais souvent, on va être en mesure d'attirer ces talents-là par vraiment les défis qu'on peut leur proposer. Niveau manufacturier, ça ressemble à quoi? Ah, mon Dieu, c'est tellement différent. Dépendamment des postes aussi, là. Je dirais que, mettons, un directeur de production, ça va être un petit peu la même chose. Ça va être les défis aussi, dans le sens où c'est quelqu'un qui va vouloir... puis là, je suis pas experte de mon côté manufacturier, mais tu sais, qui va vouloir améliorer le rendement de son équipe, améliorer la production, tout ça. Fait qu'encore une fois, ça va être des défis, mais chaque poste va être différent. Puis les personnes qui vont chercher ces postes-là vont avoir des bullets différents. C'est pas les rôles qui vont bouger le plus pour le salaire. Le salaire est important, oui, mais ils se font tellement solliciter, ils savent que s'ils veulent changer demain matin, avoir un 5 000 de plus, ils vont l'avoir. Ça va vraiment être sur les valeurs de l'entreprise. Est-ce que les valeurs me rejoignent? Est-ce que les projets m'excitent, ils m'interpellent? Est-ce que je vais travailler sur des projets privés? Est-ce que je vais travailler sur des projets publics? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que mon équipe va être? Est-ce que c'est une équipe collaborative? Fait que c'est beaucoup des choses qui sont différentes du salaire qu'on peut s'attendre directement. OK, j'aime ça. Je suis curieux, je vais vous mettre dans une situation, vous me direz si vous êtes à l'aise, là, mais évidemment, votre modèle vous permet de faire un accompagnement continu. Disons qu'on a un employé, après, mettons, il reste là 6 mois, puis après, il s'en va. Puis l'employeur vous appelle, puis là, bon, voici la situation, comment on aborde ça. Comment vous abordez ça avec l'employeur? Qu'est-ce qui se passe par la suite? Bien, premièrement, on va s'asseoir avec notre client pour voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il pense qu'il a déclenché ça. On recommande, puis même on peut les faire de notre côté. Sinon, là, des entrevues de départ aussi. Il y a une démission parfaite. Bien, écoute, on s'assoit, puis on essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'était pour un 5 000 de plus ou est-ce que c'était les projets? Est-ce que c'était le type de gestion? Peu importe. On va vraiment s'asseoir et recommander fortement si on le fait pas là, à la base. L'entrevue de départ. Et à partir de ça, ben, on s'assoit avec le client, on regarde les réponses de l'entrevue de départ, puis on essaye de mettre en place une stratégie qui va éviter que ça se reproduise, bien évidemment. Trouver qu'est-ce qui n'a pas fonctionné aussi avec le profil. Là. Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Puis comment on peut se reprendre pour la suite? Là, parce qu'un recrutement, ça coûte cher quand la personne reste juste 6 mois. Puis retrouver juste en temps, là, on ne parle même pas de... Exact. On ne parlera pas d'un autre 20%. Non, c'est ça. On va en faire un autre 20%. T'en trouves un autre, mais mais juste le coût que ça coûte, prendre quelqu'un puis de le former, de l'intégrer, c'est énorme. Fait quelqu'un qui reste qui est fermé à t'augmenter à 5 000 de plus, comme t'es mieux de le payer peut-être un 5 000 de plus pour qu'il reste. Exact, c'est ça. Mais c'est un échec, là, prendre quelqu'un puis qui reste juste 6 mois. Fait qu'il faut trouver une façon de se dire, écoute, ça réarrivera pas. Où est-ce qu'on l'a échappé puis comment on va éventuellement le pallier à ça. Puis si on suit sur cette tendance-là, fait que qu'est-ce qu'on peut regarder au niveau des tendances quand il y a un gros roulement dans une entreprise? C'est à plusieurs reprises, peut-être un poste précis. OK, là, il y a peut-être des questions à se poser, mais c'est quoi le genre de questions qu'on devrait aborder? Souvent, c'est l'équipe. Ça peut être le style de gestion du gestionnaire. Il y a beaucoup de choses, de questions à se poser, je pense, sur l'équipe qui est en place. C'est très varié aussi. Tu sais, des fois, ça va être est-ce que le poste qu'on projette il fait vraiment... il reflète bien avec la réalité. Réellement la réalité. Le poste rendu sur le terrain, est-ce que peut-être on oversell le poste d'une raison ou une autre ou on undersell, désolé pour les termes anglais, là, un petit peu certaines tâches qui est à faire, qui sont répétitives ou peu importe. Fait
Fait que c'est de regarder puis de s'assurer, premièrement, qu'on cible le bon profil, que ce qu'on projette est vraiment l'image de la réalité là, sur le terrain. Mais oui, aussi, c'est de faire une introspection puis de regarder mon équipe, ça ressemble à quoi. Mais encore une fois, c'est toutes des réponses qu'on peut avoir avec des entrevues de départ. On n'est pas toujours capable d'en faire parce qu'il y a des candidats, des fois, ils vont partir sur un coup de tête comme ça, là, mais aussitôt qu'il y a une entrevue de départ, on est capable d'aller pousser un petit peu puis de savoir qu'est-ce qu'il y en est. Puis il y a tellement d'outils maintenant qui te permettent de trouver exactement c'est quoi le bon type, le bon profil. Je pense à l'outil MPO, là, je ne sais pas si ça dit quelque chose, là, mais c'est un test incroyable de personnalité où tu peux voir ton équipe, où est-ce qu'elle se situe, comment cette personne-là va interagir avec les gens de ton équipe aussi, puis selon le rôle les rôles responsabilités que tu vas confier à cette personne-là. Oui, exactement. Qu'est-ce que cette personne-là va avoir de besoin dans ses skills, que ce soit des soft skills ou des hard skills, là, excuse-moi de l'anglicisme encore une fois. On utilise toutes les mêmes temps, c'est correct. Mais oui, fait qu'il y a des super bons outils qui permettent vraiment de voir où est-ce qu'on se situe en 2025. Profitons-en de ces outils-là, puis utilisons-les à bon escient. J'ai une question qui m'a popé dans la tête. Est-ce que quelqu'un qui pourrait écouter le podcast pourrait dire « Moi, je suis de tendance plus introvertie. Est-ce que je devrais me créer une autre personnalité, me forcer à être extraverti pendant les entrevues de découverte ou il y a vraiment un avantage d'être peut-être dans les deux sphères, là, tu sais? Il y a un avantage d'être dans les deux sphères. Oui. 100%. Il y a des profils introvertis qui vont travailler sur... Tu sais, on pense souvent extraverti, que c'est bien, mais c'est vendeur, tu sais, un peu, là, dans le fond, pour l'employeur, mais pas souvent, nécessairement. On va se dire, écoute, on a besoin d'un profil un peu plus introverti pour ce type de poste-là. Souvent, on voit les postes de comptabilité, là, c'est beaucoup plus... C'est très, très, très cliché, là, mais les clichés existent pour une raison aussi, là. Les postes de comptabilité, souvent, c'est des personnes plus introverties. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont pas bons, là. Si tu amènes un directeur des finances qui est full extraverti avec une équipe qui est introvertie, peut-être qu'il va avoir un clash en quelque part. C'est vraiment, ça va varier en fonction de l'équipe, en fonction de l'entreprise, mais en fonction du poste aussi. Là, tu ne vas pas mettre un directeur développement des affaires introverti. Là, il y a peut-être quelque chose qui va moins bien fonctionner à ce niveau-là. Est-ce que vous pourriez me donner des trucs, justement, dans une entrevue? Là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se préparer puis avoir peut-être une première bonne impression? C'est une bonne question. Je pense que, puis ça va être super cliché, là, mais d'être soi-même. Premièrement, arriver bien préparé, là, quelqu'un qui arrive puis qui connaît du moins, là, les valeurs de l'entreprise, prendre le temps de discuter. Là, il y a toujours une première rencontre où tu peux parler du rôle puis voir les enjeux de l'entreprise puis pourquoi ils sont à combler ce poste-là. Là. Fait qu'une fois que tu es en mesure de comprendre l'enjeu puis comprendre pourquoi l'entreprise recrute, ben, tu es tu es en mesure de moduler un petit peu tes réponses en gardant, là, en restant toi-même, bien évidemment, mais de montrer que tu as compris l'enjeu. Là. Souvent, ce qu'on voit, c'est que la personne arrive en entrevue pas assez préparée, puis il dit, écoute, moi, je suis comme ça, mais comment es-tu en mesure de refléter avec les informations que je t'ai données après ma barre qui sont super importantes? Et tout ça, on obtient ces informations-là en faisant des recherches, mais aussi en écoutant lors de la première appel. Donc, l'écoute. C'est important de répondre aux questions, mais tu n'es pas juste là pour te vendre. Tu es là pour écouter puis voir, toi aussi. Y a-tu un bon fit? Puis ça, tu vas l'accomplir en écoutant. Puis je pense que, je ne veux pas généraliser, mais je pense qu'un employeur va regarder. Il ne va pas nécessairement regarder si tu as une bonne réponse ou pas. Il va voir comment tu y réponds aussi. Puis ça, c'est drôle parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, justement, même dans un contexte de podcast, peu importe, là, mais qui écoutent la personne, qui écoutent pour répondre. Qui n'écoute pas pour écouter honnêtement. Qui va penser à sa réponse avant. Right? Je pense, puis je veux dire, ça se reflète dans le non-verbal, là, mais il faut être authentique avec ça. Il faut être authentique avec soi-même. Puis s'il te pose une question, puis tu dis, hey, honnêtement, je sais pas, je vais te revenir. T'es à la place de bullshiter. Certain. Mais je suis curieux, au niveau de la préparation de l'information, qu'est-ce que justement ce candidat-là peut faire pour aller un petit peu plus loin, pousser la chose pour faire un effet wow chez l'employeur? Bien, je dirais qu'avant l'entrevue en personne, là, il y a toujours un appel exploratoire. On va s'appeler, puis on va se parler quelques minutes, puis par la suite, viens en entrevue. Cool. Ça, c'est la mine d'or. C'est l'appel exploratoire qui est la mine d'or où tu te dis, écoute, je vais chercher toutes les informations, là, je pose mes questions, parfait. Pourquoi êtes-vous à la recherche? Qu'est-ce que vous recherchez? Puis par la suite, ces informations-là vont te permettre de scorer en entrevue. Puis il y a une base. Là. Il y a une base qui est le bare minimum. Là. C'est d'aller
aller visiter le site web, justement, comme Émilie disait, les Ouais. valeurs. C'est Ouais. quoi l'histoire? C'est une entreprise familiale? C'est une entreprise canadienne, américaine, québécoise? Ça sort de où? Ouais. C'est quoi les réalisations? C'est quoi leur projet? Exactement. C'est quoi leur projet? Ça fait combien de temps ils sont en affaires? OK, parfait. Je vais aller voir l'équipe aussi. Tu sais, les LinkedIn aujourd'hui, tu vas tout trouver. Là. Tu vas chercher la page LinkedIn, tu peux voir tous les employés. Tu vas être capable de regarder quel genre de profil qu'ils ont, c'est quoi le genre d'expérience. OK, parfait. C'est qui que je vais rencontrer? Ah, OK, c'est la directrice des ressources humaines. Ben oui. C'est qui elle? D'où est-ce qu'elle vient? Où est-ce qu'elle a travaillé? C'est quoi son parcours? C'est toutes des informations qui peuvent être pertinentes aussi là, lors de l'entrevue. Là. Fait que c'est la base là, de faire ces recherches-là sur ce que tu peux trouver en ligne. Puis un petit bonus, ça, c'est plus pour les candidats, là, d'aller voir. Il y a beaucoup de sites web maintenant de ressources, que ce soit Indeed ou Glassdoor, qui peuvent aller voir le rating de l'entreprise. C'est sûr que ça va plus être des négatifs que des positifs, dans le sens, c'est comme beaucoup de reviews. Là, les gens ils vont sauter tout de suite, écrire un commentaire lorsqu'ils ont une expérience négative. C'est un peu plus rare lorsque c'est positif, par contre. Mais quand même, ça peut donner une bonne idée des forces, des faiblesses de l'entreprise si on prend le temps de les lire un petit peu. Puis de poser ces questions-là par la suite. Écoute, j'ai vu qu'il y avait telle frustration. Comment vous expliquez ça un petit peu? Est-ce que vous savez c'est lié à quoi? Qu'est-ce que vous faites en conséquence de ça? Donc, on peut s'assurer pour le candidat aussi que c'est un bon fit pour lui. T'sais. La fameuse question qu'on reçoit à la fin d'une entrevue, avez-vous des questions pour moi? Oui. Faut qu'il y en ait. Faut absolument. Faut qu'il y en ait. C'est tellement important. Ah oui, là. OK, parfait. Faut que tu aies du temps pour apprendre au moins quelques-unes. Oui, OK. Puis tu peux en préparer, mais en même temps, il y en a tellement qui viennent éventuellement lorsqu'on discute là, d'une opportunité. Parfait. Est-ce qu'on peut parler un petit peu plus de l'équipe? Est-ce qu'on peut parler de... Il y a tellement de choses qui peuvent être dites. Là, la pire réponse, c'est non. C'est pas acceptable. C'est pas acceptable. C'est bon, OK. Le pire des cas, parce qu'il y a des gens qui vont être plus nerveux que d'autres en rencontre. Là. Mettons, tu t'en es préparé 5. T'es prêt, là. T'es là, t'es à la fin de la rencontre, t'es même trop stressé, tu perds la face. T'oublies tes questions. Une simple question, c'est juste, ben oui, absolument, c'est quoi les prochaines étapes ou quand est-ce que je peux m'attendre à avoir un délai? C'est pas la meilleure des questions, c'est pas ça que je dis, mais juste d'en poser une, de montrer qu'on a un intérêt, c'est important. Puis si on veut gagner beaucoup de points, ça c'est après la rencontre, par contre, un petit courriel de remerciement. Un petit message de remerciement. Hey, j'apprécie votre temps. Peut-être pas hey, là, mais bonjour. J'apprécie votre temps, le temps que vous m'avez accordé aujourd'hui. J'ai bien aimé la rencontre. J'ai bien hâte d'avoir de vos nouvelles. Juste ça, tu tombes automatiquement sur la map du recruteur. Il va se souvenir de toi beaucoup plus facilement et tu gagnes honnêtement beaucoup de crédibilité. Réitérer ton intérêt puis dire qu'est-ce que tu as aimé aussi de cette rencontre-là. Ça amène beaucoup de points. Oui, effectivement. Hey, c'est des excellents trucs que je suis comme, ben oui, il me semble que ça fait beaucoup de sens, tu sais. Parce que, tu sais, je veux dire, cette personne-là. Puis ce que je fais souvent maintenant, c'est je remercie les gens pour leur temps. Fait que, merci d'avoir pris le temps de jaser avec moi aujourd'hui. C'est très apprécié. Puis je pense que c'est une de nos plus grandes valeurs en tant qu'humain et entrepreneur, c'est notre temps. Que ce soit employé, peu importe. Fait que, de reconnaître ça, je pense que c'est important. Revenons justement aux demandes potentielles d'un candidat. Est-ce que le télétravail, évidemment, a vraiment développé. Fait que l'option de travailler peut-être en hybride, est-ce qu'il y a c'est-tu des demandes? C'est sûr que, bon, en construction, c'est hands-on, là, mais peut-être recharger projet, il y a un certain aspect de télétravail. Est-ce qu'il y a ce genre de demandes-là qui sont demandées de plus en plus? Oui. OK. Oui. Tu sais, on se disait après la pandémie... ça allait revenir un peu. Oui, Peu exactement. moins. Je pense que... Le télétravail, c'est fait pour des gens, puis c'est moins fait pour d'autres. Il y a des gens qui préfèrent être sur le terrain, qui préfèrent être en entreprise, mais il y en a d'autres pour qui la partie cléricale, quand elle peut être faite de la maison, c'est un avantage. C'est un avantage. Puis, tu sais, il y a des entreprises qui le mettent parce qu'ils peuvent se le permettre, il y a des entreprises qui ne le mettent pas. De mon côté, je trouve le télétravail un bel outil. Je pense que ça permet... c'est vraiment un bel avantage de vie de pouvoir terminer puis de se dire, écoute, je suis à la maison. Là, puis c'est pas tout le monde qui a la chance de travailler à 5 minutes du bureau. Mais il y a des entreprises qui, malheureusement, même encore en 2025, ne peuvent pas se le permettre. Puis c'est quand même quelque chose qu'on voit souvent. C'est le full remote, le 100% télétravail est de moins en moins populaire. Là, et de moins en moins autant pour l'employeur que de moins en moins recherché même au niveau du candidat. C'est pour un employeur. Là. C'est difficile pour un employeur. Puis le candidat aussi, le niveau social, souvent, ça se rend compte que avec le temps, c'est peut-être pas fait pour moi. On voit beaucoup de candidats là, qui nous approchent pour des opportunités administratives.
puis c'est la raison. Ils sont comme, hey, moi, je suis 100% télétravail, puis j'ai besoin de voir des jambes. Là. Je suis tanné de voir des moitiés de corps. Là, mais ça, c'est dans 100%. Mais le mode hybride fonctionne bien. Ouais. Faut juste que ça soit bien encadré par les employés, les employeurs, excuse-moi. Donc, il y a des politiques à mettre en place, il y a des façons de fonctionner à mettre en place, il y a des attentes à mettre au clair. Fait que ça, c'est des rôles qu'on est capable de faire là aussi auprès de nos partenaires, c'est de les aider à encadrer le télétravail parce que oui, dans des marchés, dans des postes techniques là, qui vont être un marché de candidats, c'est important de pouvoir s'ajuster puis être flexible. Sinon, on laisse passer beaucoup de candidats qui nous apporteraient tellement par crainte. Mais je peux comprendre aussi là, la crainte de certaines entreprises à ce niveau-là. 100%. Mais lorsque c'est bien encadré, bien contrôlé, c'est un très, très bel outil. Je pense que c'est un bel outil. Puis, je pense que c'est une grosse valeur ajoutée de dire, hey, voici, tu as une certaine flexibilité d'horaire. Si tu dis que toi, les vendredis, tu veux les faire à distance, tu veux finir plus tôt, puis tu veux passer du temps avec ta famille. Puis, tu sais, ça, c'est un plus. C'est comme, hey, j'ai goût de m'investir plus dans l'entreprise. Je suis un petit peu plus tatoué le logo sur le chest. Fait que je suis comme, ouais, OK, il y a peut-être une valeur à offrir, d'être ouvert à ça. Mais, en ayant certaines discussions avec des recruteurs, tu me dis, Anto, tu serais surpris, mais il y en a quand même beaucoup qui sont ultra fermés à avoir cette flexibilité-là, sont encore dans la mentalité de voici le contrat, tu rentres à 9, tu quittes à 5, puis that's it. Là. Surtout en région. Mais en même temps, c'est moins recherché en région. Les gens de région ont moins peur de faire de la route, sont plus centrés sur les collègues. Exact. Le trafic, c'est ça. Aussi. C'est moins offert, c'est un petit peu moins recherché. Mais c'est cette combinaison-là, par contre, là, c'est lorsqu'on est dans un poste qui est un marché de candidats, il n'y a pas de télétravail. C'est sûr que c'est un plus grand défi. C'est ça, il faut s'ajuster dépendamment de chaque poste, chaque rôle, parce que la stratégie va être différente. Un marché de candidats, on ne peut pas recruter comme un marché d'employeurs. Là, à ce moment-là, on est pris devant un mur puis on se dit, écoute, on ne réussira pas là, à recruter si on recrute de la même façon que si on a un bassin de candidats qui est infini. En ce moment, vous direz qu'on est dans un marché d'employés ou d'employeurs? Pour les postes de premier niveau, ça leur basculé, c'est plus rendu un marché d'employeurs. Okay. Donc, les postes de premier niveau qui vont demander une petite formation puis pas d'expérience ou aucun des deux, là, ou un peu d'expérience, pas de formation. Par contre, pour les postes techniques, on est encore dans un marché de candidats. Exemple, justement, chargé de projet, estimateur, les postes SST, les surintendants, directeur de production, peu importe. Tous ces rôles-là, on est encore dans un marché de candidats. Donc, il faut savoir se démarquer, il faut savoir être original. Quand on approche ces candidats-là en chasse de tête, faut se démarquer. Là. Parce qu'il y a beaucoup de demandes, mais l'offre n'est peut-être pas égale. Exact, oui, c'est offre et demande. Vraiment le même principe, là, dans le sens où il y a, mettons, 100 entreprises dans la région, puis tu as 4 candidats. Ben, comment le candidat, il va avoir beaucoup plus de choix. Là. Il va être en mesure de décider quelle entreprise reflète mieux mes valeurs, quelle entreprise paye mieux, puis il va avoir le choix. Le 104, c'est pas vraiment ça, là, c'est à la plus grosse échelle, mais tu comprends un petit peu. Fait que c'est ça, c'est important d'être en mesure de cibler ces profils-là, ces talents-là, de les connaître, d'avoir des discussions déjà avec eux, puis de les prendre dans les bons moments pour eux. Souvent, un candidat, ça veut quitter, ça veut partir, ça veut faire un moment avec un employeur, puis ben, si tu le contactes après un mois qui est chez un employeur, ben, il sera peut-être pas ouvert là, à discuter. Fait que c'est de trouver le bon moment. Il y a tellement de possibilités de stratégie de recrutement que souvent on passe parce qu'on se dit, écoute, on y va au volume, mais il y a une entreprise que je pense là, sur la Rive-Nord de Montréal présentement qui a fait des grosses coupures. Ben là, on est dans un moment d'aller chercher ces candidats-là, de les attirer. Fait que, tu sais, des fois, souvent, le recrutement, on dit que c'est organique. C'est comme ça que toute entreprise devrait voir son recrutement. Dans le sens où on n'entend pas à la dernière minute avant de recruter puis se dire, écoute, là, on a besoin pour hier. De créer un espèce de système de recrutement organique où on va chercher les candidats lorsqu'ils sont disponibles, on les prend, on les intègre, puis on les forme pour que lorsqu'on ait la demande, on soit prêt. Bien, ça permet de se créer, de réussir à avoir une meilleure, pas une base, là, c'est pas le mot que je recherche, mais une base lorsqu'on va commencer un petit peu plus là, à aller chercher des nouveaux contrats puis à être plus présent sur le marché, là, parce que le marché, tu veux pas, il est comme ça. Là. 100%, oui. C'est d'ailleurs, chez FZIA, 4 de nos 4 dernières embauches. Oui, c'est vrai ça. C'est pas des personnes qui ont appliqué sur des postes qu'on a ouverts ou quoi que ce soit. Il y a le 3 de ces 4-là, membres de l'équipe, on avait 0 poste ouvert. Là. Ils nous ont contactés parce qu'ils étaient comme, hey,
j'aime ce que vous faites, ça me rejoint. Je veux m'impliquer, je vois ses réseaux sociaux, Oh, oui, exactement. ouais. Si vous avez un rôle, là, je serais intéressé à discuter. On dit jamais non à une discussion. Là. Fait qu'on y va, on discute avec eux, puis quand on voit le fit, on leur crée une place. Là. C'est les 4 derniers membres de l'équipe, ça a été comme ça. Fait que ça fonctionne très bien. Puis ce type de recrutement-là, c'est ce qui paye le plus. Là. J'imagine c'est le meilleur recrutement ou la meilleure personnalité que tu peux avoir parce qu'il y a déjà un intérêt puis ils prennent le temps justement, même s'ils ne cherchent pas une poste. Hey, je vous ai vu, je vous ai entendu parler de vous, genre, je veux trouver une manière de collaborer potentiellement ou de travailler avec vous. Exact. C'est crazy, là, je veux dire. C'est ça qu'on veut atteindre comme entreprise, d'attirer des talents comme ça, naturellement. J'imagine qu'on veut avoir cet effet-là. Mais je suis curieux, parlez-moi un petit peu d'un success story que vous avez vécu d'un placement d'employé. Mais vraiment, c'est sûr que vous avez tous des success stories, mais disons celui qui a vraiment rayonné ou qui a eu un impact concret dans sa vie, développement de carrière personnelle, peu importe. Il y en a tellement. Il y en a à chaque semaine, honnêtement. C'est des histoires chaleureuses. Il va en avoir que je pense à un candidat qu'on a embauché là, comme représentant des ventes. Déjà, pour lui, c'était un bon rôle. 2 mois plus tard, il était directeur national des ventes. Là. Qui était quelque chose qui se voyait dans 5-10 ans, pas par manque de volonté, parce que le marché, le ci, le ça a pris 2 mois. Là. Donc, c'est de mettre la bonne personne à la bonne place. Il y en a d'autres, justement, ça va être... ils vont être, exemple, contrôleur adjoint. On est capable de leur trouver un rôle de contrôleur pour évoluer leur entreprise puis leur faire prendre des rôles plus importants. C'est drôle. De ton côté, les success stories se passent du côté candidat. Moi, les success stories, pour moi, sont un petit peu plus côté employeur, côté client. Oh. C'est vraiment drôle de voir ça de ton côté. Là. C'est très différent. Parce que pour moi, un success story, comment je le vois, là, comment je l'ai vu, puis effectivement, c'est tous des très beaux success stories. Là. Mais de mon côté, c'est de pouvoir trouver exactement la perle rare. C'est comme ça que je le vois. Puis d'aller chercher quelqu'un qui est en mesure non seulement de combler les besoins présents, mais d'être en mesure aussi de faire boomer l'entreprise puis de voir plus gros. Là, ça, pour moi, c'est les success stories. C'est ça qui est le fun avec le modèle de partenariat, c'est qu'on accompagne nos clients, fait qu'on voit l'évolution de nos candidats qu'on recrute chez nos clients, puis on les voit grandir, on voit l'impact qu'ils ont au quotidien. Fait que c'est vraiment plaisant de voir ça au jour le jour. Avec le modèle de partenariat aussi, il n'y a rien de plus le fun, là, des fois, arriver, puis écoute, ça fait 8 mois qu'on cherche ce rôle-là. Pas de problème. ça peut prendre une couple de semaines. C'est réglé. De voir ça, de pouvoir aider une entreprise qui était quasiment désemparée, là, ça n'a pas de prix. Je pense que il peut y avoir aussi pour une entreprise que vous accompagnez, vous placez, peut-être vous proposez un premier candidat, puis là, finalement, ça ne fit pas. La gestion ou la rétroaction que vous allez avoir avec ce candidat-là, qui est justement, écoute, malheureusement, il n'y a pas de fit. J'imagine qu'il y a une petite gestion émotionnelle ou relationnelle à avoir un petit peu plus avec cette entreprise, d'empathique. Est-ce que vous avez un peu ce rôle-là aussi avec les... Oui, c'est drôle parce que Daniel et moi, on est beaucoup, on est très, très, très centrés employeurs, je dirais. On a des recruteurs aussi qui ont des bacs en orientation qui, eux, de leur côté, là, l'expérience candidat, puis l'expérience candidat est très importante pour nous aussi. Mais j'ai tendance à dire qu'avec un background un petit peu plus entrepreneurial, de mon côté, ce que je vois directement, c'est je protège mon client, je protège mon partenaire, puis c'est comme ça qu'on le voit directement, tandis qu'il y a des backgrounds qui sont tellement différents en recrutement. Des gens qui viennent du background orientation vont être très, très, très candidats. Puis ils tiennent leur candidat comme ça. Puis c'est pas parce que ça ne fonctionne pas avec une entreprise que ça ne fonctionnera pas ailleurs. On parlait de nos rôles au tout début. Je pense que la première question que tu nous avais posée, je te disais que j'étais au niveau du développement des affaires. Je suis aussi agent de talent. Là, tu vas me dire, c'est quoi ça? Un agent de talent, c'est justement, ça n'a pas fonctionné ou peu importe, on l'approche pour une opportunité, puis c'est pas ce que je recherche plus ça. Mais pas de problème, écoute, je vais t'accompagner là-dedans. Donc, on a aussi des rôles comme ça qu'on va les aider puis les accompagner lorsque c'est pas le bon fit là, avec cette entreprise-là ou cette opportunité-là, peu importe. Guys, j'ai un buzzer question. Un employeur qui te dit, nous, on est une belle grande famille. C'est-tu un red flag? C'est pas un red flag parce qu'ils veulent pas mal faire. Ce n'est plus attirant en 2025. C'est comme dire une équipe jeune et dynamique. Oui, exactement. C'est ça, là, jeune et dynamique, s'il vous plaît, ne mettez plus ça dans vos offres. Là. On le voit surtout. Équipe jeune et dynamique, nous sommes comme une famille. Ça, c'est la combinaison. Là. Ils veulent pas mal faire. Là. Non, c'est ça, c'est pas c'est juste... C'est pas un red flag.
C'est pas un red flag. C'est juste mal dit. Si c'est mal... Exact. C'est un manque de connaissances en recrutement, c'est un manque de connaissances en RH, c'est un manque de stratégie, tout simplement. Mais il ne faut pas que les candidats prennent peur à ça. C'est pas... faut pas se baser là-dessus. C'est juste maladroit, mais ça cache rien derrière. Ben, on peut pousser la question un petit peu plus parce que je trouve ça intéressant ce concept-là, mais bon, un candidat qui rentre dans l'entreprise, est-ce que c'est bien de prendre soin de la famille dans le sens de... Comme si les employés faisaient partie frères, sœurs, cousins, puis il y a un peu ce côté très humain, très friendly, où il faut être capable de faire une petite distinction professionnelle. C'est quoi un petit peu, à quelle limite on peut aller? Justement, on pourrait même parler de à l'interne avec vos employés, jusqu'à où vous allez pour développer cette relation-là, mais garder professionnel. T'sais. Pour moi, cette distinction-là est toujours de mise. C'est toujours important. Une entreprise, c'est pas une famille, puis une entreprise, c'est là pour faire de l'argent. Right. On va se le dire, là. Real talk, là, fait qu'il y a toujours une distinction qui doit être de mise. Quelqu'un qui n'est pas en mesure de faire ce lien-là, je ne veux pas dire problématique, là, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, puis il faut être en mesure d'avoir des limites. C'est important d'avoir un environnement de travail qui est sain, par contre. Là. C'est important que les gens veulent venir au travail. C'est important de créer des relations. C'est comme ça qu'on garde notre monde. Sinon, oublie ça, ton taux de rétention va être dégueulasse. C'est toujours à refaire. Fait qu'il y a une belle limite à avoir, mais selon moi, en rentrant dans une entreprise, il devrait avoir plus de distinctions, puis éventuellement, graduellement... développer un petit peu la... Oui, exactement. Right. C'est jamais gagnant de commencer trop fort. Autant les deux bords, j'imagine. Autant trop rough que trop soft. Fait que non, je pense que c'est intéressant d'en parler. C'est cool. On te parle niveau connaissances académiques, disons de même, mais on parle aussi par expérience. C'est des choses qu'on a fait de... on a peut-être été un petit peu trop friendly, on a peut-être été trop pas connecté, chumé, exactement, dès le départ. La distinction après ça est difficile à faire. Ben oui, parce que il va arriver une situation que c'est comme... Ce que tu fais ne fonctionne pas, il faut aborder ça. Puis là, c'est sûr que si là, c'est trop amical. C'est un peu avoir comme c'est une amitié proche de quelqu'un ou justement, blonde chum, même principe, mais d'aborder la situation, ça peut être des fois touchy. Glissant. Glissant est le mot. Mais guys, je suis curieux, on finit, on est vers la fin de l'entrevue. Donc, j'ai 2 dernières questions. Votre vision du succès, mais prenez vraiment un moment chacun. Ça va être... je vais y aller en premier, puis je m'excuse, parce qu'on a quand même une vision similaire. Exact. On en parle tellement tout le temps, là, donc ça va être très, très, très similaire. Fait que je m'excuse de voler la réponse en premier. Là. C'est... pour moi, tu sais, puis là, je généralise peut-être, là, mais la majorité des entrepreneurs sont insatiables. Insociable? Insatiable. Ah oui, insatiable. OK, oui. Insatiable. Non. Mais insatiable, c'est le bon mot. J'aime ça. Oui, exact. Fait que t'en veux toujours plus. Tu vises là, t'es rendu là. Premièrement, tu te rends même pas compte, t'es rendu là. Tu prends même pas le temps d'en profiter, de te féliciter. Tu continues tout le temps. Exact, tu continues. Puis le palier, il est inatteignable. C'est comme un chien qui court après sa queue. Tu y arrives jamais. T'arrives jamais au palier que tu t'es dit, je veux me rendre là, puis tu profites jamais du moment. Fait que pour moi, la vision du succès, c'est simplement d'être fier de ce que j'ai accompli. C'est de regarder ce que j'ai accompli, puis d'en être fier, tout simplement. Peu importe le nombre d'employés, peu importe le chiffre d'affaires. C'est de voir l'impact que je suis capable d'avoir dans des entreprises, c'est de voir l'impact que je suis capable d'avoir dans la vie des gens aussi. Puis c'est de voir qu'on stimule l'économie, qu'on crée des emplois à gauche, à droite. 100%. C'est simplement ça pour moi. Je suis vraiment d'accord. Je vais rajouter juste une chose parce que c'est vraiment ma vision aussi. Là. Le temps. Tu sais, souvent, on prend pas le temps. On est toujours insatiable. On veut toujours plus. Tu sais, l'entrepreneurship vient avec beaucoup de défis, mais beaucoup de belles choses aussi, dont, tu sais, il faut s'arrêter puis se dire, écoute, j'ai le temps de profiter de ma famille. Tu sais, de mon côté, j'ai des neveux qui sont jeunes, là. Donc, tu sais, veux pas, de profiter de ce temps-là où je me dis, écoute, être dans un travail vraiment là, plus rigide, j'aurais peut-être pas ce temps-là de le faire. Fait que ça aussi, ça fait partie, je pense, du succès, de pouvoir se dire, écoute, j'ai le temps. J'ai le temps de prendre le temps. Oui, c'est important de profiter du temps qui nous est donné. Je pense que c'est même... parce que ça peut être très facile, justement, de dire « Hey, parfait, là, on augmente, on développe, c'est le fun. » Mais je pense que notre corps nous rattrape. Je fais souvent l'allusion de notre vie, on est une maison, puis on a 7 piliers de vie. Famille, amis, conjointe, puis carrière, disons. Mais si tu te focuses juste sur ta carrière, il te reste un pilier, la maison, elle n'est pas stable. Non. Fait qu'il faut prendre le temps. On n'a pas le choix. En tant qu'entrepreneur, il faut prendre le temps. Tu sais, de dire, je sais pas,
disons, j'ai un engagement, je m'entraîne 3 fois par semaine, bien, assure-toi que les matins, pour toi, tu respectes cet engagement-là avec toi-même, tu sais, que tu priorises, même si tu as une opportunité potentielle d'affaires. Mais c'est important pour toi, pour ta santé mentale. Mais tu sais, je pense qu'en vieillissant, on comprend le besoin de faire ça ou de prendre le temps justement avec son conjointe. Mais oui, il faut venir se ressourcer. Fait que j'adore vos réponses. C'est super cool. Dernière question que je vous ai posée pendant le meeting, c'est la suivante. Fait on va commencer par Daniel. T'as quel âge, mon cher? Moi? Oui. J'ai 28 ans. 28 ans. Fait on va revenir 10 ans en arrière. Disons que tu avais la possibilité de parler avec une version de toi-même de 18 ans. Qu'est-ce que tu te dirais? Fonce. J'ai longtemps eu la fibre entrepreneuriale que je cachais. Puis je me disais, je suis pas assez bon, tu sais. Je suis pas, j'ai pas cette compétence-là. Exactement. J'ai pas cette compétence-là, j'ai pas cette aisance-là. Le doute, là, oublie ça. Fonce. J'ai un petit tatou ici là, qui est écrit « Seek discomfort ». Donc, de vouloir chercher l'inconfort. Là, parce que c'est dans l'inconfort que tu apprends le plus, que tu grandis 100%. Le plus. Puis pour moi, c'était tellement d'étapes inconfortables pour me rendre là où on est aujourd'hui. Alors que je regrette rien, puis je le referais là, à 100%. J'irais juste plus tôt, tout simplement. J'aime ça. Très bon conseil. Toi, Émilie? Si tu avais l'opportunité de parler avec une version de toi-même de 18 ans? J'ai toujours eu peur de ce que les gens allaient penser de moi. Puis je pense que ça m'a toujours beaucoup freinée. Tout le monde s'en fout, là. Tout le monde a un problème, hein? Oui, exactement. J'y repense maintenant, puis je me dis, écoute, on s'en fout tellement. Là. Fais-le, fais-le ton vidéo, mets-les sur Facebook. Ah ouais, on s'en fout. Puis le monde diront bien ce qu'ils veulent, tant que ça me permet de mon côté de grandir, puis encore une fois, de seek discomfort, disons la même chose. Là. Mais oui, on s'en fout de ce que les gens vont parler, vont dire. Dans tous les cas, je ne l'entendrai pas. Just do yourself. Je ferais un ajout. Oui, bien sûr. Il n'y a jamais de moment parfait. Jamais. Il n'y a pas de bon timing pour se lancer. Il n'y a pas de bon timing. Tu peux jamais... Attends pas d'être seté à 100%. Attends pas que ce soit parfait. Attends pas le bon moment parce que ci, parce que ça. Il n'y a jamais de bon moment. Le bon moment, c'est là. Vas-y. Même s'il te manque une étude de marché, même s'il te manque un certain appareil photo pour démarrer. Oui, exactement. On en parlait tantôt. Commence avec ton iPhone, puis quand tu pourras, tu grandiras. Ça, c'est vrai. C'est parce que tu vas avoir un pied d'avance sur la personne qui va hésiter ou qui va attendre. L'exemple concret des gens, peut-être... qui vont vouloir se lancer, ils vont avoir un plan d'affaires parfait, de 20 pages. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais, tu ne le feras jamais. Ça va prendre 3 mois, tu avais visé là, tu vas être rendu là. C'est important pour une entreprise puis un entrepreneur de savoir pivot, là. Exact, de s'arrêter puis changer de direction. Puis le monde bouge tellement vite, le marché bouge tellement vite. Faut avoir une idée de ce que tu fais, faut avoir une vision. Mais ton plan d'affaires, je dis pas que c'est pas bon un plan d'affaires, c'est important, mais il faut savoir naviguer. 100%. Un plan d'affaires pour une petite entreprise, ça vient désuet rapidement. Ça dure pas longtemps. Faut que ton plan d'affaires, dans 2 ans, là, il marchera plus anyways. Là. Tu seras pas en mesure de le suivre. Puis il va y avoir des choses qui vont changer. Fait que oui, effectivement, fais-le tout de suite. J'avoue que c'est un très beau... Oui, j'aime ça. C'est ça l'entrepreneuriat, t'apprends en le faisant. Exact. T'as beau étudier, il y en a maintenant des programmes d'études pour le lancement d'entreprise et tout ça, puis je pense que c'est une bonne base, c'est correct, mais en réalité, parce que même ce que le prof va dire, il faut que tu lances ton projet, faut que tu l'essayes, tu peux pas, sinon c'est pas de l'entrepreneuriat, tu peux pas, faut que tu t'épuises, faut que tu atteignes ta limite, tu découvres, tu t'ajustes, tu développes des produits, des services, que tu as du fun, tu rencontres des gens, c'est de vivre dans le fond. Fait que c'est un peu la beauté aussi de la chose. Tu as l'impression de vivre à chaque jour des différents. Puis l'importance d'un réseau aussi, ça me fait penser. C'est tellement important. S'entourer des bonnes personnes, puis s'entourer des gens qui... puis on l'entend tout le temps, là, mais on se dit tout le temps que ça s'applique pas à nous. Là. Mais s'entourer des gens qui vont être en mesure de te fournir ce que tu as besoin pour continuer, je pense que c'est de l'or, ça. Ça s'applique aux candidats aussi. Là. Souvent, on va approcher des gens qui, selon nous, ont le profil pour une promotion, exemple, vont dire j'ai pas l'impression que je suis rendu là, tu sais, parce qu'ils veulent aller chercher plus de bagages, d'expérience sur tel aspect. Ces aspects-là, tu vas les apprendre dans ton nouveau rôle, tu sais. Si l'entreprise est prête à te faire une place dans un rôle comme ça, c'est qu'ils sont prêts à t'encadrer, puis ils savent que tu vas avoir des lacunes dans certains domaines, certains volets, tu sais. Fait que
c'est un conseil qui s'applique à tous les candidats aussi. Vas-y, là. Applique sur la promotion, applique sur le poste qui te tente. Exact. Même si tu as peur, même si tu penses ne pas être qualifié, vas-y. Mm-hmm. Essaye-le. Essaye-le. Dans le pire des cas, tu vas recevoir un nom. Puis c'est un peu aussi, quand tu te lances en affaires, d'aller faire des ventes, ben c'est comme... J'ai eu, je sais pas, 3 noms, puis je vais m'arrêter à ça. Ça veut dire que je suis pas la bonne personne. Mais faut que t'en fasses. Il faut que t'en rencontres des gens. Là. Puis à la base même, là, je pense que c'est juste prendre le temps de jaser avec aux gens. Là. Même si il n'est pas d'attente nécessairement de closer ou des rencontres préparatoires. C'est juste une collaboration, une personne de plus dans ton réseau. Même si c'est pas un client direct, ça peut être une potentielle ressource de genre, hey, je connais quelqu'un qui serait intéressé, ou j'ai un fournisseur à te faire référer, ou j'ai un collaborateur. Il y a toujours une valeur ajoutée de prendre le temps de jaser avec les gens, puis c'est un peu pourquoi on fait le podcast aussi, là, c'est d'apprendre à se connaître, là, fait que, puis de créer une relation au long terme. Fait que, Émilie, Daniel, ça a été plus qu'un plaisir. Avez-vous aimé votre expérience aujourd'hui? Oui, absolument. Un plaisir pas trop intimidant avec les caméras? Non, ça va bien. OK, finalement. Yes. À part que j'ai perdu mon idée une fois, là, j'ai eu un petit brain freeze. Mais c'est correct, on a reviré on a pivoté. Et voilà. Ouais, exact. Fait que merci encore pour votre temps, c'était super cool. Puis ce que je propose à mes invités, c'est toujours de faire un part 2 dans 6 mois. Fait que justement, what's new, what's next, les nouveautés, puis recréer ce beau contenu-là ensemble. Fait que si vous êtes partant, vous êtes invités. Absolument. Excellent. Un gros merci. Merci à vous. Merci. Cool. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life we can move in this life.